Alors, on se retrouve avec notre site qui a été défiguré. On le voit, hein. Donc, c'est du defacing, comme on dit en anglais. On voit qu'on peut laisser des messages. On voit qu'on arrive là-dessus, c'est intéressant. Et là, je peux jouer, demander donc l'âge pour un teenager intéressé par, par exemple, des jouets. Et je peux lui mettre un budget de 60 euros. Ça nous permet de faire une recherche. Donc là, c'est intéressant, ça nous remonte. Hein, on le voit, la liste. Cependant, si on regarde un petit peu, on voit que on a notre query strings et ensuite on lui passe quoi? Une requête dynamique à la base de données. D'accord? On travaille sur 3 paramètres: age, le séparateur c'est a person, et interest et budget. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a vu qu'on peut commencer à injecter. Je peux commencer à injecter quoi? Quelque chose de vide, à la limite avec simple ou double quote, mais tu vois que c'est pas intéressant. Par contre, on peut commencer à casser. On a vu qu'on peut casser avec un single quote. Mais là, pareil. Hein, pour l'instant, on regarde bien probant. Age, pourquoi? Parce que peut-être il mange un égal. Égal à vide. Ah. Et là, vous voyez que quoi? On est en train de pousser. D'accord? Le SGBD. Donc, pour rappel, hein, on a le moteur de base de données. C'est ce qu'on appelle le système de gestion de base de données qui va interagir avec la base de données. Il y a une requête dynamique, on essaye de tester les paramètres, on trouve un vecteur d'attaque, et si le vecteur d'attaque est viable, là on est en train de pousser le système à la faute, on va essayer de détourner la logique et de dumper toutes les tables. Déjà, première info, tu sais que quand on fait de l'injection SQL, on pousse le système à la faute. Ça me permet de récupérer des informations. Je vois là que quoi? Visiblement, le driver, hein, au DBC, il nous dit attends là, j'essaie d'interagir, je suis le driver, j'essaie d'interagir, t'es le moteur, t'essaies d'utiliser quoi, mon driver, pour interagir avec le backend, avec la base de données. Là, visiblement, il y a un souci. D'accord? Erreur de syntaxe. D'accord? Donc, vous voyez comment on pousse des erreurs de syntaxe pour pousser le système à la faute. D'accord? Et là, il nous remonte, on voit les codes d'erreur, on voit le driver. Il nous dit, écoute, visiblement, t'as oublié, et c'est vrai, hein, t'as oublié quoi? Un quotation mark, puisque dès que je le remets, ça solutionne notre problème. D'accord? Age devient vide. Donc, tu vois qu'avec ça, on peut commencer, hein, à pousser le système et essayer de comprendre. Donc là, je vois que j'ai le fameux driver, ODBBC. Je pense que quoi? SQL Server, c'est du MSQL, c'est du Microsoft. On le voit. D'accord? Donc, on récupère déjà quelques informations pertinentes. Première réponse, on nous demande déjà, en se baladant, en faisant du happy pass sur le site qui a été défiguré, qu'est-ce qui permet de faire une recherche, hein, au niveau des cadeaux? C'est notre gift search result, et c'est appelé via quoi? Il y a un fichier PHP qui s'appelle gift result. Gift result, c'est la page, le fichier PHP qui est chargé une fois qu'on a lancé la recherche, mais la réponse à la première question, c'est gift search, puisque c'est la page initiale. D'accord? On répond à la première question. Ensuite, ils nous disent analyser le message d'erreur. Quel driver ODBC est utilisé côté backend pour faire fonctionner le site? C'est pareil. On y retourne, on repousse le système à la faute. D'accord? Je choisis n'importe quoi. C'est juste pour avoir notre requête. On travaille sur le paramètre quoi? Age. Maintenant, si je travaille sur le paramètre toys, enfin interest, qu'est-ce qui va se passer? Pareil. Hein? Donc tu vois que je peux quoi? Commencer à casser sur le paramètre age, hein, au niveau de la valeur vide, et au lieu de lui mettre une valeur vide encapsulée entre single ou double quote, je mets qu'un guillemet simple ou un guillemet double. Ça peut marcher aussi, mais tu as bien compris que c'est grâce à ça qu'on casse. Là, je lui mets un double. Quel est le résultat? Là, ça passe. Intéressant. Ok. Donc quand je lui mets un double, comment il l'interprète en fait? Quand je lui mets un double, il l'interprète comme deux simples. D'accord? Alors ça, c'est intéressant. C'est comme si je faisais ça, en fait, pour lui. Donc là, on voit que pour un casser, c'est pas avec un double, c'est avec un simple qu'on peut casser. Là, je casse. Là, je peux casser aussi. Je casse. On va voir quelle est la différence. Je lui mets un double. Ça casse aussi. D'accord? Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire encore, hein, vous connaissez le bail. On a plusieurs façons de faire à chaque fois. Là, ça passe pas si on commente. D'accord? Si je mets deux traits, pareil. Donc là, vous voyez que quoi? Les deux tirés du haut, ils sont pas nécessaires. D'accord?
un simple code, on se retrouve là-dedans. Et là, en l'occurrence, on voit que c'est quoi? Eh ben, c'est le Microsoft Driver SQL ODB Driver. Hein, je pense que c'est la réponse à la question. C'est bien ça. Réponse à la question 2 au DBC Driver 17 pour SQL Server. Alors, on va revoir quelques trucs avant de continuer et répondre aux 3 questions restantes. Hein, on va tester notre 1 est égal à 1, hein, puisque je vous en ai parlé, mais il faut qu'on revoie quelques petites choses avant ça. Donc, je vais vous mettre le code PHP. Hein, et pour essayer de mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer très simplement, voilà ce que vous dit THM. Le code PHP sous-jacent prend en compte 3 paramètres, comme on l'a vu, que nous avons spécifiés. Alors, soit on peut spécifier l'âge, soit les intérêts, soit le budget, séparés avec notre personne, à notre éperluette, et ça va interroger la base de données pour récupérer les résultats filtrés et les afficher sur la page. C'est ce que je vous disais. On interagit directement dans l'URL. Donc maintenant qu'on a identifié une zone du site web où les entrées utilisateurs sont acceptées et utilisées pour générer des requêtes SQL dynamiques, on peut maintenant tester si c'est vulnérable. On a testé, on a fait notre injection avec notre single quote dans un des 3 paramètres et on voit bien que ça nous ça nous retourne des erreurs, d'accord? Alors, on fait quoi? On a testé en injectant des caractères inattendus, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On teste les champs de saisie, on soumet guillemets simples, guillemets doubles, d'accord? Encore une fois, ou d'autres, hein, c'est des caractères spéciaux qui vont permettre aux attaquants de manipuler les fameuses requêtes SQL, et c'est là qu'on déclenche ces messages d'erreur en introduisant des erreurs de syntaxe, d'accord? Dans notre requête, et ça prouve que l'entrée utilisateur n'est pas vérifiée lorsqu'elle atteint le backend, côté serveur side. Donc, cependant, hein, la fonction de recherche de cadeau ne propose aucune entrée de texte de forme libre que nous puissions saisir et manipuler. On peut donc envisager de modifier directement dans l'URL ce qu'on a fait pour tester la réponse de l'application. D'accord? Pour ce faire, on modifie l'âge ou les 2 autres paramètres. Vous avez vu qu'on injecte notre single quote et en faisant ça, ça nous retourne le message d'erreur. Si tu commences à pousser la base de données à des erreurs, hein, au niveau de l'application, elle interroge la base de données, ça renvoie des messages d'erreur, tu sais que tu es en train de déjà pousser le système à la faute. Ça veut dire qu'il y a peut-être des failles qui sont exploitables. D'accord? Alors, on n'a pas accès au code source, au code PHP, mais je vais vous le mettre sous les yeux et on va voir, c'est très simple, hein, encore une fois, ce principe de variable et quel pourrait être, éventuellement le code PHP, d'accord, qui fait tourner tout ça, d'accord, très simplement. Alors, vous l'avez sous les yeux, hein, et l'erreur qu'on reçoit, c'est, je vous disais, toujours un axe de compréhension pour nous, parce que ça nous donne de nombreux détails sur le système de gestion de base de données, aka SGBD. D'accord? C'est le moteur qui permet d'interagir avec la base de données. D'accord? L'application, elle fonctionne comme ça. On l'a vu, hein, le site, il est en PHP, il y a du HTML, il y a du CSS, il y a du JavaScript dans ton navigateur, mais le PHP est interconnecté avec le PEDO ou avec les drivers, on l'avait vu, SQL Server Query. Là, en l'occurrence, on a vu qu'on a ce fameux driver Microsoft qui est utilisé pour interconnecter le front-end côté serveur, l'application web avec son moteur de gestion de base de données, le SGBD qui va pouvoir interroger le back-end qui renvoie les informations au site PHP. D'accord? On a vu cette interconnexion dans la précédente vidéo. Donc voilà ce qui pourrait se passer et voilà ce qu'on peut éventuellement supputer. Hein. Au vu de ces messages d'erreur, on sait maintenant que les paramètres ne sont pas vérifiés, hein, les entrées utilisateurs. On sait que c'est du Microsoft SQL Server et grâce aux bannières, aux informations sur le pilote, hein, qui sont entre crochets, on a vu que ces informations sont plutôt utiles. D'accord? Ça fait partie de notre phase d'énumération et les messages d'erreur, je vous l'ai toujours dit, ça permet d'en apprendre un peu plus quand on commence à faire des injections SQL pour pentest. D'accord? Donc ça fournit aux attaquants, vous l'avez compris, des informations précieuses pour créer des charges utiles encore plus précises et encore plus efficaces. D'accord? On commence tout le temps par des payloads et qui est basique, hein, donc entre guillemets, et puis après on va crafter des charges utiles, d'accord, qui sont bien plus efficaces et qui vont faire ce qu'on veut. D'accord? Là, c'est juste une preuve de concept, mais c'est un vecteur d'attaque qui est identifié et qui va nous permettre de chaîner d'autres attaques. C'est ça qu'il faut comprendre. On a notre point d'entrée, on a notre faille, on a notre trou dans le gruyère, on a notre trou dans la râpe à gruyère. D'accord? On va rentrer par là et après, maintenant, on va voir comment on peut exploiter. D'accord? Parce que le but, c'est de pirater l'ordinateur, là, en l'occurrence, le serveur, la base de données, et on va voir
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On va parler, des stack queries. Déjà, pour mieux comprendre. Si je vous mets ce code, comme on voit, qu'est-ce qu'on a? On stocke dans des variables. On retrouve notre interconnexion avec le $result, avec le serveur SQL Server Query, avec notre code, notre SQL. On fait des get sur quoi? Sur 3 variables. Age, interest, budget. Techniquement, c'est ce que te dit. Tu as l'application web qui te dit, tiens, tu as un petit curseur, dis-moi ton âge, dis-moi l'intérêt, déplace la barre. Et puis en fonction de ça, du budget, de la personne, des intérêts, de l'âge, je vais te faire une requête en base de données dynamique et je vais répondre à tes questions. Donc on voit, valeur des paramètres d'URL non vérifiés. On les insère directement dans la requête SQL à exécuter, c'est là la faille. Et si nous sortons de cette requête codée en dur, d'accord, en injectant notre propre syntaxe SQL, comme on l'a fait en manipulant, en cassant, on l'a vu, manipuler la requête, et par conséquent, les données qui sont renvoyées par la base de données. Donc, prochaine étape, je vous ai dit qu'est-ce qu'on pourrait tenter, on pourrait injecter nos propres conductions sur la fonctionnalité de recherche de cadeaux, et le but, c'est qu'elle soit évaluée à vrai. Imaginons qu'on puisse dumper toute la table, d'accord? En fonction des paramètres que je te donne, tu me donnes des résultats différents. Ok, on recharge. On revient là-dessus. En fonction que je sois un senior, d'accord? Que j'aime les crafts et les gadgets et que je te donne un budget de 100 €, tu me donnes quoi? Les éléments, les objets qui sont présents dans la table de données, dans la base de données, dans la table, d'accord? Mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Mais on a vu qu'on peut s'amuser à commencer à faire du full dump. D'accord. Comment je peux faire ça? On a vu qu'on travaillait sur le premier, on peut le casser. On l'a vu. Si je peux casser là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à injecter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a age est égal à quelque chose, premier point d'injection. Interest est égal à quelque chose, deuxième point d'injection. Et tu vois qu'il y a craft, gadget, là il y en a 2 en l'occurrence, et il y a notre dernier paramètre budget, pareil, c'est notre 3e point d'injection. Là je vais prendre le premier, edge, on a vu que ok, je peux casser, donc si je peux casser, je peux commencer à à faire notre injection, ou, le plus simple, la classique, 1 est égal à 1. Ça va pas marcher, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on commente, on a vu 2, et là qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dumper l'ensemble de la table. C'est-à-dire quoi? Là, il n'y en a plus rien à faire, entre guillemets, de ce qu'on lui donne. La base de données, elle n'a pas compris. D'accord? Le SGBD, il envoie ça via le moteur de données, interconnecté à la base de données via le driver. Le driver communique ça au back-end. Et là, elle bug. La base de données, elle fait OK, attends, je comprends plus ta sélection, je te donne tout ce qu'il y a dans la base de données. Le problème, c'est qu'on a accès à quoi? Tu l'as vu tout en bas, après 369 articles, on a des choses qu'on ne devrait pas récupérer. Là, en l'occurrence, notre flag. Ok, donc là, c'est la réponse à la 4e question. 3e question, pardon, excusez-moi. La 4e, on nous dit donc quel est le drapeau et la note qui a été laissée par GridSteer sur le système. On va aller creuser. Alors, déjà, on va voir aussi pourquoi ça marche, d'accord? Et puis, on va parler des stored procédures en SQL. C'est important que vous compreniez, puisque c'est ce qui va permettre de sécuriser le site, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a dumpé quoi? L'ensemble de la base de données. On vient de vider la base de données, 636 lignes, super intéressant, et à la fin, notre petit flag. Donc c'est un exemple encore une fois très simple, une preuve de concept appropriée pour vous démontrer que si le site web est vulnérable à une injection SQL, on peut avoir ces risques. Et là, c'est très grave puisque tu accèdes à l'ensemble de la base de données, d'accord? Mais encore une fois, contexte, les hackers ne font pas ça. Le méchant pirate, t'as bien compris que lui, il s'en fout. Alors s'il a voulu, il est malicieux. Il a voulu ternir l'image de marque de la boîte, il a dégradé, il a défiguré le site web. T'as bien compris qu'il a dû pousser des exploits, il a dû pousser en tout cas une RCE, il a essayé de prendre le contrôle peut-être du serveur de base de données, ça serait chaud, donc il va utiliser des techniques bien plus complexes, d'accord, pour compromettre le système. Mais là, déjà, on a on a trouvé notre vecteur d'attaque. Grâce à ce vecteur d'attaque, je t'ai dit, c'est le trou dans la raquette,
eh ben, ça va nous permettre de chaîner nos exploits et de passer à d'autres payloads qui seront plus évolués, plus sophistiqués et qui vont me permettre de prendre encore plus de contrôle sur la machine, pour que ça soit clair. Alors, on va revenir au store procédure, ce qu'on appelle les stack queries. Donc, les requêtes empilées peuvent être utilisées pour faire appel à des procédures ou à des fonctions stockées dans un système de gestion de base de données. Vous pouvez considérer les procédures stockées comme des fonctions étendues offertes par le SGBD, d'accord? Et puis, ça permet donc de fluidifier, améliorer les performances, on va le voir, la sécurité, et ça permet l'encapsulation de la logique de base de données complexes. Grâce à ça, c'est ce qui va empêcher de faire des injections de failles SQL en fait, d'accord? Alors sur MSQL, une procédure stockée, il y en a une qui est ultra spécifique qui s'appelle XP underscore CMD shell et ça permet d'exécuter des appels, de faire des calls au système d'exploitation. Ah merde, donc je fais des syscalls à partir de la base de données. Ah ouais, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que si j'exploite une requête empilée pour appeler une procédure stockée, je pourrais peut-être exécuter quoi? Des appels vers le système d'exploitation, le Windows qui fait tourner mon MSQL serveur et obtenir de l'exécution de code, d'accord? À distance, donc une RCE. Alors par défaut, je vous rassure, c'est désactivé. Le problème, c'est qu'il y a souvent des applications héritées et vous allez retrouver malheureusement par facilité parfois ce paramètre qui va être activé, d'accord? Donc, il faut creuser et cette fameuse procédure XP Command Shell, elle peut être utilisée, vous l'avez bien compris, on va voir, pour exploiter un reverse shell, d'accord? Ça va faire une RCE et le code qu'on va exécuter à distance, c'est vas-y, ouvre, ok? Un reverse shell sur ma machine. On va se connecter et pirater le serveur. Ok, donc ça, c'est les bases. Je vous redirige vers la page que je suis en train de lire pour vous, Wikipédia, mais en informatique, donc les bases de données, c'est une procédure stockée, store procédure avec un ensemble d'instructions précompilées, stockées dans une base de données et exécutées sur demande par le moteur de base de données, aka le SGBD, système de gestion de base de données qui manipule la base de données en passant parfois par des drivers. Ok, je répète pour que ça rentre bien. Donc les procédures stockées peuvent être lancées par un utilisateur, un administrateur DBA, DBA, database administrateur, administrateur de base de données, d'accord, en bon français, et de façon automatique par un trigger, d'accord. On a un événement déclencheur, ce qu'on appelle un trigger, qui va lancer la procédure stockée. D'accord? Donc, on a un paquet de procédures stockées. Tout va dépendre du langage et du SGBD utilisé. D'accord? Donc, tu as bien compris qu'un SGBD, ça peut être MSQL, ça peut être MySQL. D'accord? Puisqu'il me faut un moteur et un système de gestion de base de données pour interagir avec la base de données. Ok, j'ai bien compris, saltimbanque. T'arrêtes pas de me le répéter. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que optimisation. Déjà, simplification du code. Plus simple à comprendre. Rapidité, moins d'informations sont échangées entre le serveur et le client, d'accord, puisqu'on est sur une architecture serveur-client, enfin client-serveur. Performance, ça économise au serveur l'interprétation de la requête. Pourquoi? Pré-compilation. Donc, plus besoin d'interpréter, c'est pré-compilé et c'est stocké. Ah, intéressant. Donc, plus de sécurité. Les applications et les utilisateurs n'ont aucun accès direct aux tables, d'accord, mais passe par des procédures stockées prédéfinies. Donc ça, il faut le faire tout le temps en fait, pour des raisons de sécurité. C'est ce qui va couper l'herbe sous le pied aux pirates, d'accord. Donc là, on voit un exemple de procédure stockée. Donc on voit le code assez simple. Créer de procédure, donc on va créer notre procédure qui s'appelle générer ID user. On voit, c'est une fonction. Ça return opaque as. Donc là, pareil, on va gérer nos types. On déclare ID user, c'est un entier, un integer. Ensuite, le begin. Si on fait un begin, on sort du programme avec un end. On le voit avant-dernière ligne, point virgule. Vous voyez que c'est du SQL. Donc à chaque fois, on a fin de l'instruction. C'est-à-dire qu'après chaque commande, j'ai à la fin un point virgule, d'accord, pour lui dire passe à l'instruction suivante. Donc tu commences, begin. Vous voyez que tout est en majuscule. Je vous ai dit qu'en SQL, on prend l'habitude de mettre nos clauses, et tout le reste, en fait, les commandes, nos verbes. Pourquoi? De faciliter la lisibilité, on met tout en majuscule, d'accord. Tu vois qu'ID user, par contre, c'est quoi? C'est notre variable. Et là, tu vois que elle est en minuscule, d'accord. Donc ça permet de faire le distinguo. Donc select
into, bon, au sein d'ID user, notre integer, on va le passer à max, donc on fait une évaluation. From user, encore une fois, deux cas de possibilités au niveau de la logique hein, du flux d'exécution. Soit l'ID user est nul, donc 0. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce que tu fais? Tu incrémentes, d'accord? ID user plus 1, on incrémente, on utilise le langage, là en l'occurrence, dernière ligne, PLP, GSQL. Et ensuite, on fait notre execute procédure générer ID user. Et à chaque fois, tu as bien compris qu'est-ce que ça va faire. Bah, on fait appel à cette procédure stockée qui va générer un identifiant pour un nouvel utilisateur. Ça vérifie son identifiant. S'il est à 0, bah, ça incrémente automatiquement. D'accord? Pour lui donner un ID. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les requêtes renvoyées à un serveur SQL font l'objet d'une analyse syntaxique. Et tu as vu que si la syntaxe n'est pas bonne, tu pousses le système à la faute, puis d'une interprétation avant d'être exécuté. C'est pour ça qu'on parle de moteur de base de données, d'accord? C'est grâce au moteur qu'on peut, d'abord analyser, interpréter, ensuite exécuter. Mais si c'est compilé, tu as vu qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Donc, c'est très lourd. Si on précompile pas, si on n'utilise pas des requêtes et des procédures stockées, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu peux, alourdir la base de données, c'est-à-dire que tu vas faire plusieurs requêtes complexes et tu peux coucher vraiment une base de données parce que ça sera des requêtes extrêmement complexes. Donc, dans ce cas-là, le premier truc, avant, c'est pour simplifier et pour la rapidité d'exécution, qui est envoyé qu'une seule fois sur le réseau, puis analysé, puis interprété, puis stocké sur le serveur de façon précompilée. Et le but, c'est qu'elle soit exécutée, mais quand elle s'exécute, le client, lui, il n'a qu'à renvoyer une requête comportant le nom de la procédure stockée. Donc, moins d'appels en base de données, tu as bien compris. Et donc, comme les applications, les utilisateurs n'ont aucun accès direct aux tables, c'est plus de sécurité. D'accord? Mais c'est pareil, hein, tu peux passer des paramètres à une procédure stockée lors de son appel et ça va recevoir les résultats de ces opérations comme celui de toute requête SQL. Ok, donc on en a un paquet, on peut les créer de toutes pièces, comme tu l'as vu, la documentation Microsoft. On en a une qui est assez infamous, comme diraient nos amis anglais, c'est-à-dire le XP_Common Shell. Alors, pour résumer, c'est une procédure stockée, étendue, qui fait partie du Microsoft SQL Server, hein, qui permet l'exécution de commandes et de programmes du système d'exploitation à partir du serveur SQL. Ah, t'as bien compris que ça peut être sensible. Il fournit un mécanisme permettant au serveur SQL d'interagir directement avec le shell de commande du système d'exploitation de l'hôte. Donc l'hôte, là en l'occurrence, c'est notre Windows Server qui va héberger un Microsoft SQL Server. Encore une fois, les recommandations, hein, c'est de désactiver cette fonctionnalité sur des serveurs de prod, de production. C'est le cas généralement par défaut, mais pour des raisons de mauvaise configuration, encore une fois, ou des applications héritées qui l'exigent, il est courant de le voir activé dans la nature. D'accord? Imaginons qu'on a un système de gestion de base de données, d'accord, avec une base de données, et on a le directeur des ressources humaines qui doit exporter périodiquement des données vers un fichier CSV et les télécharger sur un serveur externe, d'accord? Pour, pour un client, pour un directeur, pour faire du reporting, ce que tu veux, d'accord? Donc là, on voit bien, au lieu d'utiliser des méthodes plus sécurisées et modernes, comme ce qu'on appelle le SSIS, donc le SQL Server Integration Services, ou du code custo, d'accord, un code d'application personnalisé, les applications existantes ont peut-être décidé de s'appuyer sur justement cette procédure XP_Common Shell pour exécuter les commandes au niveau du système. D'accord? Et le problème, c'est que certes, tu peux exporter ces données en utilisant cette fonction, mais ça présente des risques de sécurité et de maintenabilité et ça accorde un système excessif, encore une fois, aux utilisateurs, au serveur SQL. D'accord? Donc, comment tu indiques ça? Encore une fois, on verra les recommandations à la fin de cette vidéo, mais passe par des procédures stockées. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça pour sécuriser un tant soit peu et endiguer le problème des SQLI. D'accord? Et ça peut être fait en nettoyant les entrées en utilisateur, en créant des procédures stockées dédiées, d'accord? Pour faire les appels en base de données. Mais pas que, on va le voir par la suite. Ok, donc grosso modo, tu m'expliques que là, on peut faire des appels en bas niveau au système d'exploitation des syscalls. Techniquement, on a une fonction qui s'appelle exec, qui va qui va exécuter, tout simplement. Hein, ça va exécuter des requêtes qu'on lui demande. Alors, je résume. Si jamais on a XP_Common Shell qui est activé sur le serveur SQL, on peut faire des requêtes execute, qu'on abrège exec,
EXEC. Et tu as bien compris que c'est pas Toto qui peut faire ce type de requête. D'accord? Il faut quand même être membre du rôle du serveur. On peut être sysadmin ou il nous faut disposer de l'alter sitting au niveau des droits. D'accord? Pour pouvoir exécuter cette commande. Mais tu as bien compris qu'initialement, il faut déjà que si je suis Toto, Toto fasse partie du rôle. Donc, vous avez bien compris qu'on va chercher des erreurs de configuration. Et des fois, ça arrive. Tu peux justement accéder à la base de données via cette procédure qui va être détournée. Et on va faire une injection. Techniquement, vous l'avez sous les yeux. Nos déclarations. Et là, ça permet d'activer les options de configuration avancées dans SQL. On définit sur Show Advanced Option 1. D'accord? Donc vous avez bien compris, on passe de 0 à 1 et on applique la modification en cours grâce à l'instruction reconfigure. À partir de là, ça va nous permettre d'injecter. On passe le XP Command Shell sur 1, ça applique les modifications, d'accord, à notre configuration en cours. Donc on peut se donner ces droits. Donc soit je suis admin, soit j'ai la possibilité d'alter. Et si c'est le cas, tu as bien compris qu'avec cette commande, on va pouvoir justement passer en mode conversion et utiliser cette charge utile. Et une fois qu'elle est activée, on peut exécuter n'importe quelle commande de shell Windows, d'accord, via l'instruction execute ou exec, suivi du nom de la commande. Donc malheureusement, on a des inconvénients puisque cette approche, elle renvoie les résultats sous forme de lignes de texte, mais tu vois qu'on peut commencer déjà à interagir avec là, pour le coup, le back-end, mais le back-end, même plus la base de données. Là, on demande à la base de données de communiquer avec l'autre, avec le serveur Microsoft qui l'a fait tourner, d'accord? On est en train de rentrer au plus profond du système. Donc cela signifie généralement que la sortie ne sera jamais renvoyée à l'utilisateur. Pourquoi? Ça se fait côté back-end, d'accord? Et en plus de quoi? La sortie sera jamais renvoyée à l'utilisateur puisque l'injection ne se produit plus dans la requête d'origine prévue. Donc on fait ça en aveugle, tu l'as bien compris. Donc le plus utile, c'est quoi? C'est commencer par ce type d'injection, voir si ça fonctionne, mais après il nous faut une autre approche. Pourquoi? Pour prendre le contrôle. Et la meilleure façon, plutôt qu'exécuter une commande, on va exécuter une commande qui nous permet de faire une RCE, d'exécuter une commande à distance et d'ouvrir un reverse shell. D'accord? Mais déjà, c'est notre preuve de concept. On voit, on trouve le vecteur d'attaque. Ce vecteur d'attaque, on essaye de modifier la configuration de la base de données. D'accord? On essaye d'interagir avec elle, de la pousser à la faute. Et après, on passe de payload en payload. Pourquoi? Pour valider nos hypothèses. D'accord? Et si ça fonctionne, on continue jusqu'à pousser la dernière charge utile. Et là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, ça serait peut-être d'exécuter une RCE, donc une Remote Code Execution. Cependant, il va falloir feinter. On va faire du Living Off the Land. On va utiliser cert utile qui, à la base, nous permet de télécharger des certificats à partir d'Internet et de les signer, d'accord, pour les intégrer dans Windows. Mais vous savez qu'on peut s'en servir pour détourner malheureusement cette logique. Si j'arrive à activer le shell, le XP Command Shell, ça veut dire que j'ai potentiellement une exécution de code à distance, d'accord? On peut quoi? Donc essayer de pousser cert utile, d'accord? Donc encore une fois, on va faire du Living Off the Land. On peut utiliser des outils natifs pour pirater ou en tout cas se servir de ces outils pour chaîner nos exploits, notre attaque. Là, en l'occurrence, ça permet de quoi? De gérer les services de certificats, mais vous savez qu'on s'en sert beaucoup. Pourquoi? C'est un binaire signé par Microsoft, et techniquement, ça nous permet d'établir des connexions HTTP, HTTPS, d'accord? Donc, dans notre scénario, on va l'utiliser pour faire une simple recherche HTTP. On va s'héberger un serveur en Python, d'accord, ou en PHP, ce que vous voulez, qui va nous permettre d'exfiltrer vers le serveur. Donc on va télécharger à partir du serveur ou de la base de données, si tu veux, un payload qu'on aura créé, d'accord, il va venir le télécharger sur le serveur web et on va voir si on peut commencer à l'injecter, d'accord. Si je demande via cette procédure stockée d'exécuter le payload qui a été téléchargé sur le serveur web, il y a quoi? Il y a peut-être une chance que quoi? On interagisse avec le back-end, qu'on puisse faire un syscall, que quoi, ça s'exécute sur le serveur, et qu'on prenne le contrôle, d'accord, et que ça ouvre un reverse shell sur le serveur web pour qu'on puisse le pirater en retour. Donc on va utiliser MSF Venom pour créer notre charge utile. Le but, c'est d'avoir un shell injecté par SQL. Et puis on veut quoi? On veut un reverse shell. D'accord? Plateforme, je vous ai dit du Windows. On est sur quoi? On est sur un serveur Windows.
Ah, d'accord. Donc, il est de facto obligé en 64 bits. On veut quoi? Un reverse shell. Ok. Donc, underscore. Ah, shell reverse. Shell. Bind. Ah, reverse. D'accord. Donc, nous, on veut quoi? Ouais, on va prendre un reverse en TCP. Donc là, il te dit quoi? Shell reverse TCP connect back to attacker et spawn common shell. Windows 64. Hein, c'est ce qu'on utilise. Donc, pas un bind shell, un reverse shell. Vous l'avez là, dernière ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il nous faut lui donner mon adresse IP, le port, d'accord? Et il faut qu'on l'enregistre au format binaire exe. On est sous Windows. Mon adresse, ok. Donc, elle porte. On va lui mettre port script key Metasploit classique. Ensuite, il faut le lhost. Donc là, c'est l'adresse. L, c'est tout le temps listening. Donc, c'est la machine d'attaque. C'est notre machine. Et moi, je passe par le VPN. Donc, c'est 11 16 69. D'accord. On veut quoi? L'extension. Rappelle-toi. F, tu veux quoi? F, c'est tout le temps fichier de sortie. D'accord? Et O, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut un fichier de sortie aussi. On veut l'enregistrer dans quelque chose. D'accord? Et je vais l'appeler sql.exe. D'accord? Génère la charge. Mon L porte, j'ai oublié 1 égale. Attention à la syntaxe. Voilà. Donc, on a maintenant notre charge utile. Donc, on a notre charge utile. On voit que c'est un portable executable en 64 bits. For MS Windows, 3 sections. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Parfait. Donc, on va s'ouvrir un quoi? Un petit reverse shell, d'accord? Alors, je crois que c'est... Attendez, je suis en train de m'enflammer. Hello 4444. Donc, j'ouvre en entrée mon pare-feu pour pouvoir récupérer le reverse shell qui va être exécuté. D'accord. Il nous faut quoi? Passer... Donc, déjà, on va ouvrir un netcat sur le 4444. Mais il faut que j'ouvre aussi un port pour quoi? Pour téléverser le fichier sur le serveur. On va utiliser le 80. D'accord? Donc, on va faire un status verbose. On va vérifier. On a bien le 80 en IPv4, IPv6 et on a bien le 4444 en IPv4, IPv6. Donc, en entrée, c'est bon. Mon pare-feu ne bloquera pas. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut deux choses. Il nous faut d'abord héberger un... Je sais même pas si j'ai besoin... Oui, ici, sur le 80, il va falloir faire une élévation de privilège. On peut quoi? Bah, héberger un simple serveur. D'accord? Sur le 80. Sinon, par défaut, c'est sur le 8000. Et on peut s'ouvrir une autre fenêtre et ouvrir notre listener. D'accord? Sudo. Même pas, j'en ai même pas besoin. LNVP. Vers quoi? Notre 80? Non. On va attendre sur le 444. Pourquoi 444? Parce que hein, on a généré quoi? J'ai généré la charge utile et je lui ai demandé de se connecter à ma machine, d'accord, vers le serveur de command and control. C'est pas vraiment un serveur de command and control, mais tu l'as bien compris. Enfin, si j'utilisais Metasploit, mais là on utilise juste Netcat. Donc Netcat attend la communication sur le 444 et dès que si on arrive à pousser sql.exe sur le serveur, eh ben t'as bien compris qu'on va pouvoir détourner cette logique et il va se connecter en retour sur mon 4444. On va récupérer la connexion ici. Donc là, on a vu notre truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a vu que on peut dégager tout ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va commenter. Donc si je commente, t'as bien compris quoi? Commente, d'accord? Je commente, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a après, ben, on peut le dégager. Donc j'ai pas besoin, je travaille sur le premier paramètre, d'accord? Et ça va le faire. J'injecte. Qu'est-ce que je fais? Après mon injection, il faut quoi? Il faut qu'on se sépare. Tu peux le coller, hein, mais bon. Il nous faut fin de l'instruction. C'est-à-dire que ben, on va passer à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On peut utiliser notre execute, sp configure. Donc, il nous faut configurer quoi? Bah, j'aimerais bien que tu m'affiches les options avancées et que tu m'actives peut-être quoi? Bah, XP command shell, d'accord? Et qu'on reconfigure, t'as bien compris, bah, le serveur, d'accord? Et le MSQL Server, si maintenant il est reconfiguré pour pouvoir utiliser XP comme un shell, eh ben, on va s'en servir pour pirater la machine. Alors, qu'est-ce que je veux? On décompose, chaud. Donc, montre-moi Advanced Options.
Pareil, qu'est-ce qu'on fait? Je referme, puisque j'ai ouvert. Hop, on passe à 1. Pourquoi? Bah parce que tout ça, c'est ce que on veut. D'accord? On lui dit, écoute, Show Advanced Option, il doit être sur 0, il n'est pas activé. Je veux que tu me le passes maintenant sur 1. Fin de l'instruction. Ok, on passe à l'instruction suivante. Tu reconfigures. Je t'ai dit qu'on met tout en majuscule. Ça nous permet de nous retrouver. Exact. Ok, toujours dans SP configure. Il y a quoi? Bien, en fait, là, on est en train de taper sur quoi? Bah, sur des choses qui sont stockées en base de données. Ça doit se balader dans une table. D'accord? Alors, tu as compris que tu as des tables pour faire fonctionner la base de données, mais tu as aussi d'autres tables. Je te parle tout le temps du schema, d'accord? Les schémas, mais c'est-à-dire l'architecture de base de n'importe quel SGBD, et tu as des fichiers de conf qui sont aussi stockés en base de données. On est en train de travailler sur ces fichiers de conf, que ça soit bien clair. Là, on veut quoi? Pareil, on lui passe un string et on lui dit maintenant, on veut travailler sur notre fameux command shell. On peut passer à 1, fin de l'instruction, et il nous faut une dernière chose pour prendre en compte. Il faut faire un reconfigure. Donc, il nous faut faire un reconfigure après pour qu'il prenne bien en compte. D'accord? Pareil, fin de l'instruction. Et là, je casse. D'accord? C'est-à-dire quoi? Bah, je mets un white space. Enfin, je sais pas si je l'ai. Je crois que je l'ai pas. Et je rajoute un white space et je casse les deux. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va chercher dans âge. Ça va exécuter notre truc. Et en fait, toys, craft, gadget, interest et budget, il va pas quoi? Il va pas attendre quelque chose puisqu'on vient de les commenter. C'est-à-dire que interest, budget, notre paramètre, eh ben, ils sont là. Et on n'a plus besoin de les spécifier parce qu'on vient de les commenter. Donc, tout ce qui est à droite, maintenant, ces 2 tirés du haut, c'est effacé. Donc, j'ai même pas besoin de les préciser. Alors, tu vois, il se passe rien de spécial. Il se passe rien de spécial, mais maintenant, on peut peut-être exécuter, tu vois, des petits trucs sympas. Qu'est-ce que je fais? Ben, on commence à utiliser, justement. On lui demande l'exécution. Donc, je casse. Même logique. Je casse, passe à l'instruction suivante, exécute. Bah, SP configure. Tu vas exécuter cette fois-ci. J'ai plus besoin de l'appeler. C'est plus un string. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle directement. D'accord? Et c'est à lui qu'on va passer les paramètres. Donc, tu fais appel à command shell. Maintenant que je t'ai demandé de l'utiliser, qu'est-ce que tu fais? Un cert utile. Donc, on va faire un cert utile. Ça, c'est la commande qui nous permet à chaque fois de télécharger. Je vais lui dire, écoute, hop, 10, 11. Donc, on héberge notre serveur Python. Vous avez vu sur le port 80, c'est ce qu'on vient de faire. Et on va lui demander de récupérer notre charge utile qui s'appelle SQL exe. D'accord? Et vous savez que sur tous les systèmes, il y a des endroits de prédiction. Et bah, pas que sous Linux. On a quoi? On a TMP, généralement. On peut quoi? Il y a plusieurs TMP. Il y a toujours plusieurs TMP, comme sous Linux. Pourquoi? Pour écrire dedans. Et on peut utiliser le TMP qui est présent dans Windows. D'accord? Et on va lui dire, bah, t'enregistres notre charge, je veux l'appeler sql.exe. On exécute, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été servi, j'ai fait la connerie. Vous voyez quoi? Il me dit, écoute, ouais, bah, t'es gentil, tout ça c'est super beau, mais quoi? Déjà, erreur de syntaxe. Et si je regarde bien? Si on regarde bien, ok, exec command shell, et qu'est-ce qu'on fait là? J'ai ouvert là, tu vois, donc déjà, fais attention, ok, mais là ça va pas marcher non plus. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il attend tout le temps, on est en SQL, une fin d'instruction. Ok, mais si tu fais ça, va y avoir une erreur de syntaxe. Pourquoi? Parce qu'il attend encore interest et budget. Donc pareil, espace, et on casse. D'accord? Des petits trucs, mais c'est ce qui fait toute la différence. Pas de message d'erreur. Par contre, tu vois bien qu'il est allé taper notre serveur Python et il a fait un get. Il a récupéré notre virus, notre charge utile. Ah, ok. Donc, maintenant que c'est envoyé sur le serveur web, qu'est-ce qu'on va lui demander? Bah, t'as bien compris. On va lui dire, écoute, PHP, t'es interconnecté avec un driver. Ah, c'est le moteur SGBD, système de gestion de base de données, qui permet de communiquer à la base de données. Et la base de données, elle a quoi? Des fonctions. Qui sont quoi? Qui sont stockés, précompilés, qui permettent d'exécuter du code sur l'hôte qui fait tourner la base de données. Ah, mais si l'hôte qui fait tourner la base de données exécute quoi? Une charge utile qui a été envoyée, eh ben peut-être on prend le contrôle. Donc là, bah c'est pareil, on retourne, j'ai plus besoin de mon serveur, d'accord?
On va exit. Donc j'ai plus besoin de mon serveur comme je vous disais et on va aller taper là-dedans. Ça va faire le taf. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reprends tout simplement ma commande et je vais lui demander quoi? Vous l'avez compris, tout canon. Au lieu d'utiliser start util, bah exécute quoi? Exécute ma commande. Ça serait possible ça? Bah même chose. Exécute XP command shell. Il attend quoi? Bah il attend une valeur qu'on passe encapsulée entre single quote. Ok. Je mets quoi? Bah ouais, il faut fermer. D'accord? Après que j'ai fermé, je mets mon fin d'instruction et je commente pour pas être emmerdé. On exécute et on prend le contrôle. D'accord? Et on a dit quoi? Eh ben, il faudrait qu'il y ait un utilisateur qui fasse partie du groupe qui est le rôle. Bah, en effet, on vient de quoi? D'usurper l'identité. On a fait notre privesc, notre RCE, et on est passé, on le voit, NT Service. On fait partie du groupe MSQL. Ce serait pas un compte NT Service? Ouais, c'est pas le compte de service qui fait tourner SQL Server Express? Ah, il y a peut-être des chances. Faudrait aller voir. Mise à niveau du moteur Microsoft SQL Server, c'est le cas de le dire. D'accord? Et tu sais que quand ça mouline comme ça, dans ton navigateur, c'est que ton exploit, bah, il a réussi. En tout cas, l'exécution de code à distance, là, on a notre shell. D'accord? Il suffit que tu coupes là, tu fasses arrêt, ça va planter la session. Je te le dis tout de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Waouh, il y a beaucoup de choses. Je suis dans le système 32, c'est normal. D'accord? On est dans Windows, il y a encore beaucoup de choses. On va sortir. Excusez-moi. Latence. Dire quoi? EFI, perf, PHP. Ah, on doit avoir notre code PHP. Intéressant, d'accord. Je peux aller quoi dans user, dire. Ok, on est du public. Est-ce que je peux aller en tant qu'admin? Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur son bureau? Backup, note. Ouh, il n'y aurait pas un petit script qui permet de faire un deface qui a été poussé? On dirait. Ok. Fichier bat. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un set source. Donc, bah, ça définit notre chemin echo off. C'est de base, tu commences tout le temps par un echo off quand tu écris un fichier bat. Set destination, pareil. Donc là, grosso modo, source, destination. D'accord? Les deux chemins qui sont définis. Et puis, bah voilà. Defacing all file à partir de la destination folder. Ce qu'on a défini, d'accord? Appel aux variables encapsulées, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on travaille sur une variable qui a été définie et on utilise Robocopy, qui est un programme qui permet de faire des copies. Et mir purge vers nul. Donc, tu as bien compris que tu es en train de foutre un peu le bordel, d'accord? Donc, on va lire la note. Donc, on va lire la note. Ok, on récupère la réponse. On a notre flag. Ok, donc si on se tape la note, est-ce que ça nous apprend aussi des choses pertinentes sur ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il nous dit? Salut HackerOne 192, j'ai reçu ton paiement Bitcoin, merci encore pour la transaction rapide. Donc après que tu as gagné l'accès sur le serveur, tu peux naturellement défigurer le site en lançant le fameux script batch qui est présent sur le bureau de l'administrateur. Donc vas-y, fais-toi plaisir, dump la base de données, vole ce que tu veux. Si tu as besoin de changer les changements qui auront été opérés, pour quelque raison que ce soit, tu peux exécuter le restore website bat. Et puis efface naturellement le node.exe. Étrange. Est-ce que je peux aller dans backups? En fait, ça a fait quand même quoi? Une sauvegarde. D'accord? Best festival defaced. D'accord? Donc visiblement, il y a quoi? Il a fait une sauvegarde du site avant. D'accord? J'ai pas les droits. J'ai pas les droits. Donc, on va aller voir le script quand même. Type le restore.
le bat, il nous dit quoi? Echo-off. Donc ça reprend la source et la destination. Et vous avez bien. Donc le inetpub aussi, ça je vous l'ai pas dit, hein, mais vous voyez que en fait le inetpub, quand il y a un serveur qui est hébergé, généralement c'est quoi? C'est du 2IS inetpub. Ça nous permet d'héberger. Hein, c'est un peu comme comment dire c'est comme dans WW hein, en fait sous Linux. C'est quoi? Bah c'est l'arborescence du site web. D'accord? Donc tout ce qui est dans inetpub, eh ben on retrouve la structure du site web. Et la preuve en est, c'est ce qu'on va faire. On va faire l'opération inverse. Donc on va l'exécuter et puis vous allez voir, ça va. Voilà. Donc ça efface tous les fichiers et les arborescences à partir de www.root qui est présent dans inetpub, d'accord? Et ça va venir recharger tout simplement la sauvegarde qui avait été faite, hein, on a vu dans backup, et ça remet tout en place, d'accord? Donc là l'index il va falloir le rafraîchir, et ce que je vous disais, si on retourne à la racine, on a inetpub, et dans inetpub, voilà, tu vois, logs, temp, www.root. Et voilà, tu retrouves quoi? Favicon, la bannière, les fontes, le CSS, l'index.php. Tiens, bah l'index, il devrait être rafraîchi. D'accord? Et les fameux guild result. Donc, ça devrait tout restaurer. On va voir ça. On va se rafraîchir l'index. Et voilà, on a restauré. D'accord? Donc, d'où l'intérêt d'avoir des sauvegardes, naturellement. Et vous voyez la structure inhérente. Alors, attends, est-ce que je peux le wapaliser pour vous? Voilà, comme je te disais, c'est bien. 2IS, c'est un web server avec une composante. 2IS en 10.0. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on a quoi techniquement, en fait, côté backend? On a un serveur Windows qui fait tourner un serveur Microsoft Web 2IS et qui fait tourner quoi? Ben, un serveur MSQL Server. D'accord? On a réussi à pirater quoi? Grâce au serveur web et la base de données qui tourne sur le Windows Server, on a réussi à pirater le Windows Server. Enfin, pas encore. Il faudrait faire une escalade de privilèges. D'accord? Parce que là, je suis quoi? Je suis avec le compte, je suis pas NT Authority. D'accord? Donc là, maintenant, il faudrait trouver quoi? Bah, pousser un exploit pour faire une vraie escalade de privilèges. D'accord? Mais ça sera dans une autre partie. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs, hein, comme d'habitude. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez m'insulter, tout se passe dans la section commentaires. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.